semble lent, ça dure que 6 minutes. Si on ne s'ennuie pas, c'est que le temps se suspend. En conclusion, bien, vous voyez qu'on vit dans un monde qui a l'air d'aller de soi, qui n'est qu'un monde de hiéroglyphes, de signes, d'abstractions, et l'apparence que nous avons nous-mêmes les uns pour les autres peut se résumer à travers la qualité de notre regard à des choses de ce genre. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis peut-être à l'année prochaine. Si vous avez des questions à poser, peut-être pour approfondir tel ou tel secteur, si je peux y répondre, je m'y efforcerai. C'est toujours la première, la plus dure. Oui? Ça rejoint la musique de Xenakis, Boulez, tout ça, et puis la musique classique contemporaine. Oui? Oui. Oui, oui, oui. Et c'est quelqu'un qui a une formation musicale traditionnelle. Donc il sait composer, il est d'ailleurs chef d'orchestre, il dirige aussi bien Beethoven que Boulez, ou Xenakis d'ailleurs. Oui, madame? Proxima Centauri qui interprète des œuvres. Comment? Le groupe Proxima Centauri interprète des œuvres de musique contemporaine, par exemple. Il y a quelques compositeurs bordelais qui... Mais là, c'est l'association des deux qui est intéressante, parce que la difficulté, c'est tout de suite d'être redondant, c'est-à-dire d'accompagner la musique, voilà, d'être illustratif. Il n'y a rien de pire que d'être illustratif avec une image. Bon, vous savez, les films des années 50, les films français, où on vous explique ce que vous êtes en train de voir sur l'image, c'est insupportable. Et là, la difficulté, c'était à la fois d'être dans le ton, au sens musical du terme, c'est-à-dire c'est une sorte d'accompagnement, c'est-à-dire que la couleur et la musique se répondent, elles sont déjà dans le concept, elles sont élaborées en synergie, elles avancent ensemble, et l'intérêt de la recherche, c'est de voir si en effet l'une sans l'autre peut se concevoir, ou non, ou si vraiment les deux s'apportent quelque chose mutuellement, et en sollicitant nos sens. Parce que justement, on n'est pas dans l'illustration, on n'est pas dans la musique de film qui accompagne une action. Là, on est dans une création simultanée à deux mains. Oui? Je renonce à comprendre les interactions entre la lumière, le son et les couleurs. Oui, j'ai trouvé en revanche les couleurs extrêmement belle et par moments c'était presque du graphisme, à d'autres moments c'était comme des pigments diffus dans l'eau, comme de l'aquarelle. Mais quand on parle de musique, là j'ai un petit peu plus de mal pour moi, je sais pas comment vous savez, moi je me suis presque pris mon bombardement, à un moment donné, je voyais, vraiment c'était des bruits de guerre, de bombes qui allaient tomber, et à un moment donné je voyais une soucoupe et des martiens qui descendaient. Voilà, c'était vraiment... Alors, ça c'est très intéressant, j'ai quelque chose à répondre. Justement, c'est une discussion qu'on a eue tous les deux, puisque je me disais, mais le réservoir de toutes les couleurs, c'est la lumière blanche, donc c'est invisible. Et je lui posais la question, mais pour toi, tous les sons sont contenus dans le silence ou dans le bruit? Ah, il me dit, je lui dis un bruit style résidu du Big Bang ou je ne sais quoi. Enfin, ça c'est un peu naïf comme approche. Il me dit, je ne me suis jamais posé la question, mais je vais réfléchir. Et un jour, il m'a dit, pour moi, la somme des sons, c'est quand même un bruit. Et là, c'était intéressant parce qu'on divergeait absolument. Et je dis que ça répond à votre question parce que précisément, là, on a des sons qui peuvent être interprétés comme agressifs, mais vous parliez de guerre, de bombardement, etc. Mais peut-être que les sons, je ne sais pas si vous avez entendu des sons amplifiés de l'intérieur de votre organisme.
j'ai eu l'occasion d'entendre ça, des micros mis dans le ventre, par exemple. C'est effrayant. C'est le bombardement de Beyrouth. Donc il y a quelque chose, oui, qui en effet peut faire peur. Et je crois que dans la perception, il y a un moment où il faut se laisser emporter, aller au-delà du jugement. C'est ça qui est difficile. Parce qu'on est tout de suite, très rapidement, prisonnier du « ah, j'adhère, je n'adhère pas » ou « j'aime pas ». Et ça se joue à rien, le fait de se laisser emporter et de basculer. Alors quelquefois on peut, quelquefois on ne peut pas, c'est sûr. Hein. Ça dépend des moments aussi. C'est la couleur qui emporte. Vous trouvez que c'est la couleur qui... Ah oui, la musique c'est un couleur, vous avez trouvé ça effrayant. Donc il y a bien un dialogue, ça revient dire qu'il y a quand même un dialogue entre les deux. D'autres remarques? Non, moi je pense que ça pourrait faire un langage pour converser avec les extraterrestres. Oui. Moi ça m'a fait penser à ça. À moins que les extraterrestres soient des gens eux-mêmes. Non mais Oui. c'est sidéral. Oui, à propos de langage, j'entendais aujourd'hui Soulage parler, par l'intermédiaire de quelqu'un qui a fait un bouquin sur lui, dont j'ai oublié le nom. Et Soulage qui disait dans les années 60-70, je m'occupais des signes, du langage, etc. Et maintenant, je fais une peinture qui est au-delà du signe, des signes sans signification, et au-delà du langage. Et moi, je crois que c'est impossible, ça. Moi, je n'y crois pas du tout, ça. C'est une vue de l'esprit. Ça veut dire qu'on anéantit complètement le regardeur, le spectateur, qu'on ne tient pas compte de lui. C'est impossible de se dire in abstracto, j'existe indépendamment de tout le reste. Quand on peint, on s'adresse à quelqu'un. Alors on peut être difficile, on peut être obscur, on peut être en avance, éventuellement. Mais il y a quelque chose en nous qui tient compte de l'autre dans le processus créatif lui-même. Donc on ne peut pas décider qu'on est en dehors de ça. Hein, je prenais souvent l'exemple de la loi de la pesanteur qu'on peut contester, mais si on saute, on s'écrase. C'est pareil. Donc il y a une vue de l'esprit qui fait qu'on peut dire ce qu'on veut, évidemment. Mais moi, je ne crois pas du tout à ça. Et Dieu sait que j'admire Soulage quand même. Justement, à propos de Soulage, je crois que pour moi, ce que j'ai ressenti, non seulement sans doute, quand je vois une partie de cette émission dans la journée, j'ai l'impression qu'il est dans une impasse, et qu'il a abouti, ou qu'au-delà de ce qu'il a fait jusqu'à présent, bon, ben, après tout, comme vous dites, c'est n'importe quoi. Ah non. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas dit c'était n'importe quoi. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais souvent, il y a une distance entre ce que les artistes font et ce qu'ils disent de ce qu'ils font. Je citais souvent l'exemple aussi de, comment il s'appelait ce peintre américain, Woman, très connu, j'oublie son nom, David Hockney, qui lui a fait des peintures figuratives extrêmement, vous voyez, abstraction lyrique, ça part dans tous les sens. Tous ses écrits, c'est « je conteste, il faut contester la forme, l'harmonie, tout ça, ça n'existe plus, tout ça, c'est des conneries, ça n'existe pas ». Et je me suis amusé à analyser un de ses tableaux, qui s'appelle Woman 1, qui est au musée d'art contemporain de New York. Un grand tableau que lui-même, d'ailleurs, curieusement, n'aimait pas trop, mais ses amis lui ont dit c'est formidable, donc il a consenti à l'exposer. C'est devenu une des peintures représentatives les plus importantes de ce peintre. Et en fait, quand on met la grille d'interprétation de la manière dont je voulais exprimer dans les autres analyses de tableaux que je faisais, donc toute la grille abstraite, sous-jacente sur laquelle les figures se reposent, avec une évidence qui crève les yeux, sa peinture, qui dans l'intention veut défier toutes ces lois de la tradition depuis la Renaissance, est exactement calquée, malgré son intention, contre son intention, sur une grille absolument rigoureuse, mais d'une rigueur effrayante. Et lui-même ne l'a pas vu. Et dans le commentaire qu'il fait de sa propre œuvre, il est aveugle sur l'œuvre qu'il a fait. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça en dit long. C'est-à-dire que l'artiste n'est pas forcément, à tout moment, le mieux placé pour savoir apprécier sa propre œuvre. Hein. Et nous-mêmes, par rapport à nos comportements, on pourrait dire la même chose. Pardon, cette grille, elle s'applique aux lignes de ces peintures, aux couleurs, parce que c'est des choses. Les deux. Il y a une harmonie aussi, surtout aux lignes. Dans son cas, c'est surtout la composition. Mais ça s'applique aussi à la couleur.
parce qu'on a une telle imprégnation des lois de la couleur en nous. Ce que je vous ai expliqué, c'est les structures du vivant agissent en nous. Vous voyez, donc tout ce qui est du côté du contraste, de l'harmonie, de la composition, c'est organique, ce sont les mêmes lois du vivant. Donc elles s'expriment malgré nous, qu'on le veuille ou non. Et on va dans l'acte de contestation même, s'il se transforme en expression artistique, ça va apparaître. C'est inévitable. Ou alors c'est la maladresse qui va apparaître. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le langage qui est à la hauteur de ce qu'on veut dire. Hein. Ce qu'on voit souvent dans beaucoup d'expositions. Oui ? Merci, bonsoir. Je travaille à peu près sur la même problématique de couleur et de réaction à la couleur face à ce qu'on y projette dessus. Et moi, ce qui m'interroge beaucoup dans l'appréciation des couleurs qu'on a aujourd'hui, c'est que depuis une soixantaine d'années, on est de plus en plus soumis à des écrans qui sont un mélange de 2-3 couleurs, rouge, vert, bleu, comme vous l'avez exposé tout à l'heure. Et donc, une multiplicité, tout ce qui est un écran maintenant, en fait, que même si on a des écrans Retina avec des millions et des millions de couleurs, c'est basiquement quand même un mélange de 3 couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Et la chose sur laquelle je m'interroge, c'est est-ce que 60 ans de culture cathodique, entre guillemets, n'a pas eu un impact sur la perception des couleurs qu'on pourrait avoir? La réponse est oui, évidemment. C'est-à-dire la banalisation de la perception globale, c'est-à-dire le message véhiculé par les couleurs prime sur la couleur elle-même, ce qui fait que tout l'affinement de la perception sur la nuance passe au second plan. Et en effet, c'est pour ça que je m'interrogeais en introduction sur la nécessité du rôle de l'artiste aujourd'hui. Est-ce qu'il est nécessaire de montrer des choses fines et subtiles ? Puisque c'est peut-être plus, ça fera peut-être de moins en moins partie de notre langage, indépendamment de tout jugement qu'on puisse porter là-dessus. L'artiste, il doit intégrer les données de ce monde et travailler avec. Et si on devient incompréhensible par manque de finesse, eh bien on sera obligé de tenir compte de ça et de s'exprimer dans le cadre qui nous est imposé. Ça sera une contrainte supplémentaire. Mais pour répondre à la question, oui, je crois en effet que la perception de la finesse de la couleur, de l'intensité, ce qu'on appelait la brillance de la couleur, toute la correspondance de la fin du XIXe siècle entre les peintres, des termes comme ceux que je viens d'employer étaient employés toutes les 3 lignes. C'est-à-dire les rapports de teinte, la hauteur de ton, les qualités des liants, des vernis, comment réagissait la proximité de tel ton rompu avec une couleur tertiaire à côté, etc. C'était un langage très très technique et les gens percevaient tout ça de façon assez naturelle. Maintenant entre l'image qu'on a vue sur l'écran, où il y avait des couleurs et le son, et les couleurs que je vous ai fait voir avant, il n'y a pas photo, c'est-à-dire les couleurs sur la toile sont d'une qualité incroyablement supérieure en tant que brillance, en tant que texture, en tant que puissance, en tant que relation les unes avec les autres, que les couleurs de ce qu'on vient de voir, c'est que des projections vidéo qui sont limitées par RVB, le rouge, le bleu, le vert. Alors la musique, je n'ai pas assez de connaissances, mais certains musiciens font aussi le parallèle. Oui, complètement. Donc déjà, on a la fenêtre du cadre qui est une grosse contrainte qu'on a acceptée comme telle. Hein. Sur les parois préhistoriques, on n'avait pas le cadre. Bon, on a fait le Parthénon, maintenant on fait tout à travers la façade du Parthénon. On l'a intégré comme une donnée, mais ça ne va pas de soi. Hein. Ça ne va pas de soi. Tous les gens qui ont voulu casser le cadre, mais c'est devenu tellement... c'est pas génétique le cadre maintenant, c'est devenu tellement une composante presque biologique de notre perception à la naissance qu'on ne peut pas y échapper. Et donc avec le développement des écrans, évidemment, maintenant... c'est impossible de voir ce qu'il y a à l'extérieur du cadre. C'est pour ça qu'on a la chance de vivre au bord de la mer. Je suis fasciné par les gens qui prennent leurs photos au téléphone portable, l'horizon, le coucher de soleil ici, vous savez, une petite image comme ça. Enfin,
Parce que c'est devenu impossible de percevoir quelque chose de trop grand, de trop beau. Donc on pourra à loisir en jouir, je sais pas, en famille, le jour de la première communion du petit dernier, sur un petit écran. Et là on le verra vraiment. D'autres remarques? Oui, ce soir, ce que nous venons de voir, donc nous avions ce magnifique dessin et ces couleurs qui se sont succédées, qui ne nous agressent pas finalement. Ce qui nous a agressé, c'est la musique, je pense. Donc, ce qui me paraît très 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 surprenant, c'est la différence qu'il y a en nous entre la perception des couleurs, et qui finalement est une vieille habitude, je dirais, hein, et l'agressivité de cette musique qui ne nous est pas très familière. Voilà. Je rejoins un petit peu ce qu'a dit la dame. On n'est pas habitué à entendre une musique aussi atonale, peut-être, on peut l'appeler comme ça. On est moins habitué. Alors que les différentes couleurs qui se sont succédées, il y avait musique et peinture, là ce sont couleurs. Ces couleurs ne nous sont pas aussi agressives. Voilà, il y a une disparité entre les deux dialogues, je dirais. Alors, est-ce que c'est parce que justement on manque de culture, peut-être dans ce qui me concerne, au-delà, mais est-ce qu'on manque de culture dans ce qui concerne la musique sérielle, la musique. Peut-être, c'est peut-être ça. On manque un petit peu d'habitude, on n'est pas baigné dans ce genre de musique, alors qu'on peut être baigné dans ce genre de musique. Hein? Je sens qu'il y a une grande disparité entre les deux. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Ça, c'est tout à fait juste. Il est vrai que Picasso ou Matisse sont passés dans le domaine public beaucoup plus facilement que Boulez ou Paul Befano ou Xenakis même, ou Ligeti, ou du Japon encore, c'est plus accessible. Pourquoi? Je ne sais pas. Personne ne sait pourquoi ça. Personne ne sait pourquoi, en effet, parce que tout l'environnement musical est capté par le regard d'intérêt d'une part pour la musique classique, et puis par la variété. La variété, et puis le troisième domaine, c'est la pauvreté absolue érigée comme art. Vous voyez, donc, est-ce qu'il reste une place pour la musique contemporaine? C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est des interrogations. Quand je parle de ça avec Paul Befano, et il se demande, là, lui, il a formé des tas de musiciens qui font maintenant la musique de film, qui sont connus, hein, et donc qui sont obligés d'avoir, comme les artistes sont obligés de faire les peintres d'illustration pour gagner leur vie, eh bien ces créateurs de musique contemporaine sont obligés de faire de la variété en quelque sorte pour gagner leur vie. Hein. C'est vrai, c'est une espèce de loi, mais vous savez, les véritables peintres, j'oserais dire, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a une perversion de la perception visuelle par la médiocrité, qui est une sorte de gangrène aussi, qui, à mon avis, peut être comparable. Vous voyez, on est campé sur le j'aime, j'aime pas, et puis voilà, c'est la sottise absolue, quand même. Alors que c'est si simple de se laisser pénétrer, de se laisser, j'évoquais une frontière qu'il faut... On se sent en effet agressé par l'inconnu. Et c'est difficile de se laisser emporter peut-être par la musique. Et il y a peut-être une deuxième réponse que j'évoquais tout à l'heure, qui était consécutive à la discussion que j'ai eue avec Stéphane de Gérondeau, qui est cette histoire du bruit et du silence d'un côté, et puis du blanc ou du noir de l'autre côté. Voilà, la somme des couleurs-lumière, c'est quand même le blanc, hein, l'invisibilité. La somme des sons, pour lui, c'est le bruit, c'est pas le silence. Alors il y a peut-être là quelque chose à comprendre, à creuser, mais en soi, ça m'intéressait de faire dialoguer ces deux mondes, parce que j'imagine, et je suis sûr qu'ils existent en nous, on a ces dominantes agressives et bienveillantes qui se font la guerre constamment du matin au soir.
travaillé avec des percussions mandales sur du Schubert, sur un moteur de Schubert. Ça fonctionne très bien. J'avais présenté ça dans le cloître de Libourne, comment ça s'appelle, je ne sais plus, avec Alain Brunache. J'ai travaillé également avec avec Bernard Lubat et puis ces deux comparses, la Mainvielle et non, l'autre, celui qui fait l'artificier. Il était là l'année dernière, il avait conféré. J'oublie son nom, peu importe. Donc, j'ai fait travailler les suites de Bach au violoncelle avec Bernard Lubat par derrière, un ami qui a fait la somme des enregistrements de Marin Marais. Il était la viole de gambe, et Bernard Lubat au clavier derrière. Non. C'est le balèze, là, qui travaille des boulons, des enclumes. Celui qui a fait le feu d'artifice des 50 ans du débarquement en Normandie. Il habite dans le sud-Gironde, là-bas. Bref, donc j'ai essayé, oui, de faire avec ce que tu appelles de la vraie musique. Le vrai musicien. Mais il est vrai qu'il y a on manque de familiarité avec ce type de musique. C'est aussi, ça fait partie de la culture, et il y a le sas d'entrée à l'accès à la culture, c'est comme se retrouver un peu dans l'espace, dans le vide, sans scaphandre. Mais sa composition répond vraiment aux lois de l'harmonie, l'harmonie musicale. Ça marche avec d'autres. Oui, ça marche avec d'autres. Oui. Peut-être mon travail qui est trop sage. Et vous n'avez pas vu sa variation, vous auriez trouvé ça insupportable. Parce que j'ai une deuxième variation d'après la même musique qu'il a faite, lui, sur l'ordinateur. Où là, ça déménage. Où le côté visuel est extrêmement agressif, tout le temps en mouvement, essayant toutes les possibilités de l'ordinateur. Alors que moi, j'ai essayé simplement de me cadrer, d'aller de l'écriture, du noir, vers la couleur et revenir au graphisme dans la lenteur. Dans la lenteur pour que l'esprit puisse entrer vraiment facilement, de façon fluide, dans ce langage-là. Je crois en effet qu'il y a la dimension du temps, c'est vrai. Moi, je suis surpris chaque fois que je regarde cette pièce, elle me semble durer une demi-heure, ça dure 6 minutes 15. Et ça semble très très long. Ça semble très long. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi. Oui, peut-être, oui, je ne dirais pas qu'on est dans l'éternité, il ne faut pas exagérer. Mais c'est soit l'ennui, c'est soit qu'on est hors du temps, un petit peu. Ou soit un mélange des deux. Comment? Oui, la lenteur maintenant. Dans les films, maintenant, chaque plan dure 3 secondes. C'est vachement. Pourquoi? C'est comme à la radio, le silence qui est insupportable. Vous voyez, vous écoutez France Inter, eh bien, il n'y a aucun blanc, jamais. Vous avez le jingle, la parole, le machin, le truc, il n'y a pas de blanc. C'est comme si le blanc, c'est comme si le silence était un ennemi. C'est terrible, c'est bizarre. C'est vraiment un drôle de conditionnement, ça. Et on est tellement habitué à ça que quand on se retrouve soi-même dans le silence, on est mal. Oui. Par moment, ça éclairage, j'ai vu la vie de Oui, pas tout le monde. À propos des couleurs et du son, alors si je me compris, on mélange les couleurs pigments et on obtient le noir. Si on mélange les couleurs lumière, on obtient le blanc. Et ton ami musicien, lui, dit que si on mélange tous les sons, on obtient le bruit. Mais il n'y a pas une autre approche qui correspondrait au mélange de toutes les couleurs lumière qui donne le blanc, qui aboutirait au silence pour le son? Mais j'en connais pas. Je connais pas de musicien qui s'intéresse à cet aspect particulier. Je lui ai demandé de me définir ce qu'était ce bruit. Alors il me dit c'est une sorte de bruit de fond uniforme. Mais l'exploration n'a pas été faite. S'il y a des musiciens parmi vous, c'est le moment. Il y a un parallèle qu'on peut faire avec les filtres en lumière et les filtres en musique. Ah, Regarde peut-être. les basses, les aigus, si on met un filtre basse-bas avec un filtre basse-haut, on se retrouve avec du silence. Ah, est-ce que tu veux développer ça? C'est intéressant. Je ne connais pas. Par rapport à
laisser passer qu'une longueur d'onde de lumière, donc une couleur. Et avec le parallèle en musique, on a des filtres qui vont laisser passer qu'une fréquence, donc une longueur d'onde aussi, mais sonore, donc qui va correspondre à un grave ou un aigu. Et donc en musique, dans les synthétiseurs que votre collègue a certainement dû utiliser, il y a des filtres passe-bas et des filtres passe-bande. Le filtre passe-bas va garder que les basses, le filtre passe-haut va garder que les hauts, les aigus, et le passe-bande va garder qu'un seul type de fréquence. Et donc bon, les filtres, c'est un peu comme tous les effets dans la musique, on peut les additionner ou les mettre en cascade. Et donc effectivement, si on va utiliser un filtre passe-haut qui va garder que les aigus et que derrière on met un filtre passe-bas qui garde que les graves, on va se retrouver techniquement avec du silence. Ah, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. Et est-ce qu'on peut avoir l'équivalent de sons primaires comme on a des couleurs primaires? Parce que là, ça devient vraiment... Je collabore avec toi. Merci. Après, au niveau de la musique ou des sons, il y a ce qu'on appelle les bruits qui sont teintés aussi. On parle de bruit blanc, on parle de bruit rose, de bruit gris, de bruit brun, qui correspondent à des mélanges de fréquences, donc à des mélanges de couleurs. Et donc, c'est surtout utilisé pour tester les acoustiques de pièces, pour savoir comment va réagir un espace à une gamme de fréquences, donc à un ensemble de hauteurs de notes qu'on va y appliquer, pour ensuite voir un peu comment ça réagit. Je me souviens trop de la question de départ. Mais, oui, la question de départ est très simple. Est-ce qu'on aurait 3 bruits primaires à partir desquels on puisse faire tous les bruits, par exemple, 3 ou 5 ou 7, on a 7 notes de musique à partir desquelles on décline tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on aurait des bruits primaires impossibles à faire, qui sont primaires parce qu'ils sont impossibles à constituer par des mélanges, mais qui permettent de faire tous les mélanges de sons, de réaliser tous les sons? Et là, on pourrait vraiment avoir un parallèle très fécond. C'est une autre remarque que je me fais sur la couleur, c'est que quelque part c'est extrêmement arbitraire d'avoir choisi telle ou telle longueur d'onde pour dire c'est les primaires. Comme c'est également arbitraire de dire qu'on est sur par exemple pour l'additivité, on est sur le cyan, magenta, jaune, mais ça pourrait très bien être du rouge, vert, bleu. Pas du tout. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ah. Ça marche qu'avec ces 3 longueurs d'onde, les ondes électromagnétiques, et ça ne peut marcher qu'avec ces 3. D'accord, mais par contre pour la lumière, pour ce qui est la synthèse additive, c'est ça, pour le mélange de lumière, c'est pareil. Pourtant on utilise du bleu et non pas du violet dans tous les systèmes de... Du bleu-violet. Souvent il est beaucoup plus proche du vert que... Il n'est pas vraiment à 120 degrés sur la roue chromatique. Ça c'est un petit problème que j'ai quand j'utilise les projecteurs à LED, où effectivement on n'a pas vraiment une symétrie, si j'ose dire, des 3 couleurs qui sont utilisées. Alors là, il y a... Du côté des pigments, il y a un problème qui est lié à la qualité des pigments eux-mêmes. Par exemple, pour être conforme à la théorie de la couleur de la lumière, décliner le cercle chromatique avec les 3 primaires, on ne peut le faire en conformité avec la théorie qu'avec des encres, des écolines, qu'avec des encres, même avec des aquarelles, mais ça tient à la qualité spécifique du pigment lui-même. Sur les tubes de peinture à l'huile, vous avez des tubes sur lesquels il y a un M rouge. Ça veut dire que quand on mélange un jaune et un rouge, on va obtenir un orange. Et tous les tubes sur lesquels il n'y a pas ce M, ça veut dire que la théorie ne sera pas conforme dans le mélange. Simplement parce qu'il y a des interactions chimiques qui se produisent et qui vont ternir la couleur. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des couleurs sorties du tube, des verts émeraudes, etc. Puisque c'est difficile, surtout à la peinture à l'huile, d'obtenir. Voilà. Et c'est vrai que ça a un côté un peu arbitraire, mais inévitable. C'est-à-dire c'est incontournable quand même. On peut aussi faire la synthèse soustractive avec des filtres. Les filtres les uns sur les autres. Oui, mais le filtre lui-même a une limite puisqu'il est composé de pigments, le filtre. Ce qui colore le filtre, il est à la fois transparent, mais c'est coloré par des pigments, le filtre. Donc il y a de la matière dans le filtre. Donc on a quelque chose qui est contradictoire. Évidemment, je ne suis pas entré dans tous ces détails, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais j'attends toujours le son primaire. Les 3 sons primaires. Bon,
Et je vous rends votre liberté, vous remercier de votre écoute. On remercie Pierre, bien sûr, de toutes ces subtilités. Je voulais vous proposer, puisque il est 10 heures, un petit peu plus, si vous voulez, vous êtes déplacés, donc si vous voulez voir l'exposition qui est à côté, dans la salle juste à côté, puisque vous êtes là, je vous propose de l'ouvrir pendant un quart d'heure. Et ensuite, on ferme définitivement la soirée. Merci et à bientôt. C'est glissant. Tu Oui. l'as vu? Oui, glissant. Ah ben oui. Il me reste simplement 2 livres sur lesquels j'explique un peu ça. L'édition épuisée, si ça intéresse quelqu'un, on prend. Voilà, là il y a de la lumière. Je vais voir glissant. Ouais. Ça va encore te prendre des heures à monter ce truc-là. Non. On a autre chose à faire. C'est qu'est-ce qu'elle veut en faire? Je sais rien.